On va passer à la dernière conférence, Marc Desgors-Rominec. Donc merci de votre présence aujourd'hui. Donc vous êtes diplômé en économie, ancien militaire et directeur de ressources humaines. Et, plus depuis une quinzaine d'années. Plus depuis, mais ancien, mais vous y connaissez. Et aujourd'hui, vous allez nous parler donc, de la troisième voie en économie. Donc est-ce une solution ou une illusion? En effet, certains économistes et politiques proposent d'échapper à cette dichotomie entre d'un côté le libéralisme-capitalisme et de l'autre le collectivisme-socialisme. Donc est-il possible aujourd'hui de retrouver un système économique qui évite ces dérives mortifères pour la société de l'individualisme, tout en repoussant, de l'autre côté, le totalitarisme du collectivisme? En fait, c'est ces deux penchants. Il faut trouver donc l'équilibre au milieu. Et donc savoir si cette troisième voie, en conciliant d'un côté des initiatives personnelles et de l'autre une sorte de responsabilité sociale, peut relever du mythe, ou au contraire, est-ce un espoir raisonnable quand on parlait tout à l'heure d'espoir? Nous allons donc étudier cette question en prenant évidemment en considération le rôle de l'État qui est primordial pour appuyer cette économie équilibrée et pragmatique. Donc on vous écoute. Merci, je crois que vous avez très bien posé le problème et qu'avec bonheur, ça va s'insérer dans une sorte de continuum avec ce qui vient d'être dit. Ce que je crois aussi, c'est que si on veut bien s'entendre, il faut d'abord savoir de quoi on parle et il faut dire de quoi on va parler. De quoi allons-nous parler? On va parler effectivement de la recherche de la troisième voie en économie, qui n'est pas une spécialité royaliste, même si j'ai la faiblesse de penser qu'aujourd'hui, ce sont bien les royalistes qui se posent la question de la façon la plus sérieuse. Mais pour y arriver, il faut déjà regarder quelles sont les deux autres voies et pourquoi. Ça a déjà été dit en grande partie, mais pourquoi ces deux autres voies sont des impasses? J'ai dit savoir de quoi on parle. Juste avant de démarrer, ça va être un peu universitaire, mais je suis sûr que certains vont me le pardonner. Je voudrais qu'on donne une ou deux définitions. Où on ne va pas forcément être tous d'accord, d'ailleurs, mais bon, comme c'est moi qui ai la parole, on va prendre les miennes et puis on pourra toujours se discuter, voire se disputer ensuite. Il faut bien faire la différence entre l'économie politique et la politique économique. Ce n'est pas juste un jeu de mots, hein. On est vraiment dans deux univers totalement séparés. On est dans l'univers d'un côté des concepts, des idées, de l'autre côté, on est dans l'univers du concret, de la politique quotidienne. L'économie politique, qu'on appelle aussi science économique, on ne va pas faire des débats tout de suite pour savoir si l'économie est une science, mais je suis tout à fait prêt à le soutenir. C'est ce qu'en américain, on appelle l'économique, en plus court. Il faut le définir. Je retiens deux définitions. Il y a des dizaines de définitions. J'en retiens deux très courtes pour qu'on parle vraiment de la même chose. La première, la science économique, l'économie politique, c'est la science des choix onéreux. Alors on va laisser de côté science, vous pourrez revenir peut-être plus tard, et choix onéreux, très important. Oui, des choix, et des choix qui effectivement coûtent. La deuxième définition, c'est l'étude des activités, des opérations d'échange entre individus. Alors on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet là, parce que on parle d'opérations économiques, ces opérations sont des échanges. S'il y a des échanges, ça veut dire qu'il y a des marchés, et on est entre individus. Tiens, ça va être justement un des problèmes qu'on va rencontrer dans les grandes théories économiques aujourd'hui, c'est qu'elles ne nous parlent que d'individus, alors que nous, royalistes, on préfère parler de communauté. On vient de définir ce qu'est l'économie politique. La politique économique, c'est de façon beaucoup plus globale, plus générale et plus courte aussi,
on va dire que c'est l'ensemble des mesures qui sont prises dans le domaine économique par l'autorité. Alors l'autorité politique, en règle générale, c'est l'État, mais on peut dire aussi qu'il y a des tas de groupes qui prônent un type de politique économique. Il y a des partis politiques, il y a des syndicats, il y a des universitaires, mais vous voyez bien qu'on est passé là du domaine des idées au domaine de la pratique. Tout le temps pendant lequel je vais parler, nous allons sans arrêt passer de l'un à l'autre. Parce qu'à mon sens, on ne peut pas séparer les deux. Il existe deux grandes théories économiques. Je fais très court parce qu'on pourrait en citer des centaines. Mais pour moi, il n'y en a que deux qui sont d'une part les théories libérales, d'autre part les théories marxistes. Et comme par hasard, dans les politiques économiques qui sont menées par les États, on va avoir des politiques économiques libérales et des politiques économiques communistes, socialistes, marxistes, comme vous voulez. On verra un petit peu plus loin. Ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on étudie le libéralisme et le marxisme, aussi bien au niveau théorique qu'au niveau pratique. On voit pourquoi ça ne marche pas. Et puis dans un deuxième temps, eh bien, on regarde quelles sont les solutions possibles de notre point de vue. Les théories libérales, d'abord, parce que historiquement, ce sont les premières. Entendons-nous bien, moi je mets dans théorie libérale aussi bien les classiques, qu'ensuite les keynésiens, qu'ensuite les monétaristes, ou on peut mettre aujourd'hui toutes les nouvelles écoles néolibérales qui en découlent. Il y a un moment où il faut savoir synthétiser. Quelles sont leurs bases théoriques à toutes? C'est très simple, il y en a une, ça s'appelle la main invisible. C'est cette main invisible qui va guider la formation des marchés, c'est cette main invisible qui va guider le comportement des hommes en matière économique. Dans toutes ces théories, l'individu est considéré comme un être rationnel. C'est très important, hein, les définitions de départ, parce que c'est ce qui va nous montrer toutes les limites, en réalité, de tous ces systèmes. L'individu est considéré comme un être rationnel dont l'objectif premier consiste à maximiser sa propre utilité marginale. C'est ça la base. C'est-à-dire, en gros, je suis intelligent, je suis rationnel, je suis un individu, il n'y a que moi qui compte, et ce qui compte pour moi, c'est mon profit personnel. C'est un peu court, c'est un peu trivial la façon dont je le dis, mais c'est ça la base. Le postulat de toutes les théories économiques libérales, c'est que face à cette multitude d'individus qui n'ont pas forcément exactement le même but, ou plus exactement qui ont le même but, mais chacun pour soi, c'est d'arriver à un équilibre, ce fameux équilibre économique. Cet équilibre économique, pour qu'il puisse advenir, il lui faut une condition, c'est la concurrence pure et parfaite. Vous voyez qu'on est bien dans le domaine de la théorie. Mais c'est indispensable. Sans ça, les marchés ne peuvent pas se former. Pure et parfaite, ça veut dire d'ailleurs au passage, notons-le, que l'individu, là, en l'occurrence, il faut qu'il puisse agir sans être influencé. On voit déjà qu'on est vraiment en théorie. Et bien évidemment, et surtout chez les classiques et chez les premiers classiques historiques, c'est l'individu qui est l'acteur économique. L'État, il n'existe pas. L'État, il n'intervient pas. L'État, il n'a pas à intervenir. Tout au plus, certains classiques admettent que l'État doit intervenir pour réguler. Mais ça s'arrête là. Arrive Keynes. Et Keynes dit, il reprend toute la théorie classique,
Mais Keynes, n'oublions pas, hein, il écrit au lendemain de la Grande Dépression économique mondiale, c'est le chômage de masse, et Keynes assigne à l'État de rentrer dans l'économie. C'est déjà une première brèche. Pour faire quoi? Pour lutter contre le chômage. En gros, Keynes dit, oui, il faut rester dans le classique, sauf quand il y a de trop grands dysfonctionnements de marché. Et alors forcément, dysfonctionnement de marché, si on pense au chômage ou si on pense à l'inflation, là, clairement, ou à la déflation, c'est-à-dire une succession de mouvements de prix totalement désordonnés, ça c'est du dysfonctionnement, donc il faut que l'État intervienne. Vous voyez que déjà, on n'est plus dans le classicisme le plus classique. Et puis arrivent toutes les grandes écoles monétaristes, dont j'ai la faiblesse de penser que d'ailleurs beaucoup d'écoles néolibérales aujourd'hui ne sont en fait qu'une transposition. Les monétaristes disent, comme les keynésiens, oui, toujours la théorie classique, oui, Keynes a raison, il faut que l'État intervienne, sinon c'est un peu la panique, notamment dans les moments de crise. Mais le bon levier, c'est pas les lois sociales, le bon levier, c'est la monnaie. Ça, c'est super intéressant comme point de vue. Pourquoi? Parce que nous savons tous que battre monnaie, c'est le privilège du prince. Battre monnaie, c'est un des attributs, n'est-ce pas, de la souveraineté. Souveraineté, c'est un mot qui nous dit quelque chose quand même à nous. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauf que ce que je constate, moi, c'est qu'à partir de 1900, alors je ne me souviens plus si c'est 72 ou 73, mais c'est le passage du taux de réescompte de la Banque de France qui permet de réguler l'économie par la monnaie à l'open market, c'est-à-dire c'est le moment où les banques, au lieu de se refinancer auprès de la Banque de France, vont se refinancer sur le marché. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, vous ne l'avez pas dit, mais vous le savez très bien, et c'était en filigrane de ce que vous avez dit tous les deux, la France appartient à l'étranger, essentiellement. La preuve, les délocalisations, par exemple. Donc on voit bien que toutes ces théories classiques, elles butent sur des crises sociales, crises économiques. On voit aussi que très souvent, le remède est pire que le mal. Quand on veut combattre le chômage, qu'est-ce qu'on fait? On lâche l'inflation. C'est pas mieux. Parce que si vous donnez un emploi à quelqu'un, évidemment, il va manger avec son travail au lieu de manger avec des allocations. Mais s'il ne trouve pas suffisamment à manger avec son travail, on n'a fait que déplacer le problème. On ne l'a absolument pas réglé. Quelles ont été les politiques économiques qui ont été menées au nom des grandes théories libérales? Eh bien, ça porte un nom, ça s'appelle le libéralisme, tout simplement le libéralisme économique. Je fais très court, hein. Je publierai ensuite un écrit, mais qui sera beaucoup plus détaillé, qui sera beaucoup plus argumenté. Là, on va essayer de ramasser. Le libéralisme économique. Et tout de suite, je pose une question que beaucoup se posent, et pas seulement nous d'ailleurs. Est-ce que, et celle-là, elle est vraiment fondamentale, c'est une question philosophique et pratique. Est-ce que le libéralisme économique est séparable, oui ou non, du libéralisme sociétal? Alors, il y a des tas de gens qui pensent que non. Je pense à Michel Onfray, je pense à Alain de Benoît, je pense à beaucoup de royalistes aussi, en disant c'est fatal. Si vous acceptez le libéralisme économique, il ne faut pas vous plaindre ensuite si vous avez la mondialisation, si vous avez la marchandisation à outrance, si vous avez le culte de l'individualisme, à ne pas confondre avec le culte du moi, en fait, il ne faut pas vous plaindre si vous avez, d'un point de vue conceptuel, l'interchangeabilité d'individus qui sont
désincarnés, déculturés. En gros, moi, je ramasserais ça en deux mots, je dirais, c'est plus des hommes, ce sont des consommateurs égocentrés. Est-ce que c'est pas inhérent, ça, au libéralisme économique? Est-ce que le libéralisme économique n'y conduit pas de façon inéluctable? On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Les théories marxistes. Les théories marxistes, non, je ne vous donne pas la réponse tout de suite, on va l'avoir dans une minute à peine. Mais les théories marxistes, elles partent d'un point de vue conceptuel des bases classiques. Il ne faut pas se tromper. Hein. Marx, Ricardo, c'est à peu près la même analyse économique. Ricardo est le grand économiste libéral à peu près contemporain de Marx, légèrement avant. Avec Marx, il y a quand même un changement de paradigme. Et on revient à ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le rôle de l'État. Vous avez vu ce rôle de l'État, 0 ou epsilon dans la théorie classique, lutte contre le chômage et contre les mouvements de prix chez Keynes. Et puis, il intervient, ou il intervenait au niveau du taux directeur de la Banque de France chez les monétaristes. Mais on voit bien que c'est un rôle régulateur, organisateur, point barre. Là, chez Marx et chez les marxistes, le rôle de l'État devient central. Alors là, c'est vraiment une révolution. C'est une révolution, c'est une rupture conceptuelle, parce que l'État, non seulement chez Marx, va être appelé à exercer dans certains secteurs, les secteurs stratégiques, mais dans toutes les activités économiques, l'État est sommé d'intervenir, et il est sommé d'intervenir dans une fonction qui est essentielle en économie, qui est la production. Ça, c'est nouveau, parce que les autres, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ils nous disaient qu'on organise, on régule, mais on régule des activités qui sont produites par des privés. Là, avec Marx, c'est l'inverse. L'État devient producteur. L'État est chargé, et ça c'est intéressant pour nous, parce que c'est pas totalement faux, même si c'est excessif. L'État doit déterminer les préférences collectives, et ces préférences collectives doivent prendre le pas sur les préférences individuelles. Je le reprendrai tout à l'heure dans la troisième fois. L'État, chez les marxistes, non seulement il doit produire, mais il doit aussi s'occuper de la distribution, c'est-à-dire qu'il doit quantifier et planifier la distribution. Oui, d'accord, sauf qu'il n'a pas les leviers. Mais si, dit Marx, c'est très très simple, il suffit de pratiquer l'appropriation collective, non seulement des moyens de production, mais des moyens de distribution. Moi, faut traduire la langue de bois. Hein. Appropriation collective, ça veut dire dépossession, ça veut dire expropriation, généralement sans contrepartie ou avec des contreparties ridicules. Ça porte un nom, ça s'appelle le vol. Mais bon, c'est pour le bien, donc ça passe tout seul. Et alors, comment il fait l'État chez Marx pour, une fois qu'il a piqué la production, pour la répartir de façon harmonieuse et que tout le monde soit content? Ah ben, il y a une formule pour ça. Elle vaut largement le coup de la main invisible chez les classiques. Hein. C'est à chacun selon ses besoins. C'est beau, c'est grand, c'est généreux le socialisme. À chacun selon ses besoins. Magnifique. Sauf que, chacun, il ne va pas forcément considérer qu'il a les mêmes besoins que les autres. Puis il aura peut-être une petite tendance à considérer que c'est ses propres besoins qui doivent passer avant celui des autres. Bon, c'est humain tout ça. Ben, il n'y a pas de problème, répond Marx, parce que c'est l'État qui est le juge, le suprême,
en première instance, en appel et en dernier ressort, pour déterminer quels sont les besoins de chacun. Voilà, c'est pas moi qui détermine mes besoins. Enfin, si, j'ai droit à avoir, comme moi, à chacun moi, selon mes besoins à moi, mais à condition que ce soit l'État qui décide ce qui est bien pour moi. Et pour toi aussi, d'ailleurs, au passage. Donc, en résumé, la théorie marxiste, c'est étatisme, collectivisme, planisme. Notez bien quand même que l'idolâtrie du planisme, ou de la planification, c'est pas une spécialité marxiste. Il y a eu une école de pensée économique, c'était M. Demann, je crois, me souvenir. Donc ça a titillé aussi les démocrates. On vient de voir la théorie marxiste. Comment ça se passe sur le terrain? Quelles sont les politiques qui ont été économiques qui ont été menées par les communistes et les socialistes dans les pays où ils ont eu la main? Le premier point, et là il faut être clair, on quitte un peu l'économie pour rentrer dans la morale et dans la politique, c'est l'appropriation par la force. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un peu gênant. C'est l'appropriation par la contrainte, c'est l'appropriation également par l'élimination physique brutale. Oui, bien sûr, après la révolution soviétique, il y a la NEP, mais à la fin de la NEP, on supprime quand je dis qu'on supprime, on supprime physiquement tous les agents économiques. Les paysans, les industriels, les commerçants. C'est la parenthèse heureuse. La NEP, c'est le socialisme à visage humain, si vous voulez. La NEP, la nouvelle économie politique. Appropriation, j'ai dit oui, mais pour qui? Pour l'État, bien sûr. C'est-à-dire que partout dans les pays socialistes et dans les pays communistes, il y a un transfert juridique de ce qui appartient aux acteurs économiques à l'État. L'État, en fait, devient le seul acteur économique. C'est un totalitarisme. On peut se poser la question, la poser d'ailleurs, c'est un peu y répondre, c'est de la même manière que libéralisme économique mène inéluctablement au libertarisme sociétal. Est-ce que le dirigisme économique mène inéluctablement au totalitarisme politique? Bon, c'est la même question, dans l'autre sens. Moi, j'ai ma petite idée sur la réponse. Qu'est-ce qu'on voit là? On vient de voir avec les marxistes, on vient de voir avec les libéraux, que ce soit au niveau de la pensée conceptuelle, que ce soit au niveau de la politique économique qui est pratiquée chaque jour, on vient de voir que on arrive un peu à une impasse. En tout cas, on arrive à une dichotomie qui ne nous satisfait pas. Qui ne nous satisfait pas en tant que royalistes, mais il n'y a pas que nous. C'est vous qui avez parlé, je crois, tout à l'heure de la participation. Oui, bien sûr. Ça ne vient pas de nulle part, la participation. Et d'ailleurs, si elle avait été mise en place autrement, avec l'intéressement, que par les ordonnances de 67, si on avait continué, je pense qu'aujourd'hui, la France n'aurait jamais accepté de rentrer dans l'économie libérale, libertaire européenne. Et pourtant, je ne suis pas franchement gaulliste, comme vous pouvez vous l'imaginer. Bon. Alors, ce sont deux impasses. Je vous demande de réfléchir avec moi pendant quelques secondes sur le fait que ça n'est pas forcément le hasard. Je le dis clairement, les théories classiques et les théories marxistes possèdent des racines communes. Elles puisent à des origines communes, et non seulement ça n'est pas discuté, mais ça n'est pas disputé. C'est-à-dire que c'est admis de part et d'autre. Je vous donne un exemple,
il est imparable. C'est la valeur travail. Alors, je ne parle pas de la valeur travail telle qu'elle a été magnifiée entre 40 et 44, à juste titre d'ailleurs, ou comme on souhaiterait qu'elle soit magnifiée dans un régime corporatiste. Je parle de la valeur travail au niveau des théories économiques. Bon. Combien y a-t-il de facteurs de facteurs de production en économie, qu'on soit marxiste ou qu'on soit... Pardon ? Alors, j'élimine tout de suite le troisième, qui est l'augmentation de la productivité, parce que ça nous mènerait trop loin dans les débats, mais je suis entièrement d'accord. Il y a un apport théorique, il y a le capital, le travail et la productivité. Remarquez, si on a inventé ce troisième facteur de production, la productivité, c'est parce qu'on s'est aperçu au niveau théorique qu'on n'arrivait pas à expliquer certains résultats juste avec les variations du travail et du capital. Donc, je ne veux pas dire que c'est un fourre-tout, parce que ça existe, mais ce n'est pas un facteur de production historique. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Restons pour la simplicité de l'exposé sur le capital et le travail. Bon, si on favorise le facteur capital, on est capitaliste. Si on favorise le facteur travail, je ne dis pas qu'on est travailliste comme le Premier ministre britannique, mais on est plutôt, j'allais dire, marxiste, socialiste, communiste. Bon, bah, vous allez me dire tout ça est bel et bon. Oui, mais le capital, comment il s'est formé à l'origine ? Ben moi, j'ai la réponse. Il s'est formé par le travail du premier homme qui s'est constitué son premier capital. Donc, le capital, c'est le résultat d'une accumulation de doses de travail. Donc, avec un facteur de production. Donc, les théories classiques et les théories marxistes sont basées très exactement sur la même notion de valeur travail. Ça n'a été démenti par aucun économiste marxiste ni aucun économiste libéral. Si vous en trouvez un qui le fait, vous me l'envoyez. Je suis tout à fait prêt à le rencontrer en débat. En fait, le marxisme économique représente la pensée classique capitaliste poussée au bout de sa logique théorique. La preuve, on vient de parler de cette espèce de parenté entre les marxistes et les libéraux sur le plan théorique, mais c'est vrai également dans la pratique. Dans la pratique, nous n'avons jamais vu, historiquement, de politique économique avec une application intégrale, j'allais dire une application intégriste, d'une théorie stricte et pure, qu'elle soit libérale ou qu'elle soit marxiste. Dans les pays soviétiques, hier et encore aujourd'hui à Cuba ou ailleurs, il y a encore des poches, parfois elles sont même soigneusement entretenues, où la propriété des moyens de production, peut-être pas, mais en tout cas l'activité économique est aux mains du privé. Alors c'est souvent très limité, hein, c'est pas stratégique, c'est pas volumineux, mais il y a une part d'économie qui reste dans des domaines non étatiques. Moi, j'ai eu la chance, du temps du rideau de fer, d'y aller de temps en temps, que ce soit à titre officiel ou officieux. Et je peux même vous assurer que dans certains pays, c'est grâce à ça que ça survivait. C'était pas avec la queue devant la boulangerie où il y avait rien du tout. De la même manière, dans les pays dits libéraux ou capitalistes, il y a des pans entiers de l'économie qui sont entre les mains de l'État. Les nationalisations, ça n'a pas été inventé pour rien. Du coup, moi, j'ai la faiblesse de penser que la différence entre les deux, ce n'est pas une différence de nature, c'est juste une différence de degré. Est-ce que vous vous souvenez d'un monsieur, Giscard, dit d'Estaing, qui nous avait doctement expliqué dans les années 70, lui qui avait une grande différence entre le libéralisme et le socialisme. Il a dit,
Le socialisme, ça commence quand les prélèvements obligatoires, c'est impôts, taxes, charges sociales, dépassent les 40%. Alors à l'époque, quand il a dit ça, on était à 38,5. Aujourd'hui, on est près de 50 en France. D'ailleurs, ça me fait penser, il y avait un hiérarque soviétique. Alors, c'était au moment de l'éclatement de l'URSS, au début de la renaissance de la Russie, je ne sais plus lequel, mais il parlait de la France comme du seul pays où le socialisme avait réussi. Ben, c'est bien la preuve. Bon, en clair, je pense que vous avoir convaincu que oui, il y a des différences notables au niveau conceptuel entre libéraux et socialistes. Il y en a également dans la pratique, mais que pas tant que ça, finalement, et puis que ça se ressemble pas mal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je termine exactement comme mon voisin de table. C'est bien de regarder, de faire l'analyse, de critiquer, de dire ben, ça marche pas. Oui, bon, mais nous, qu'est-ce qu'on propose et qu'est-ce qu'on fait? Ce que je constate déjà, c'est qu'on n'est pas les premiers. C'est-à-dire que il y a eu récemment, quand je dis récemment, c'est au XXe siècle. Je me place sur la longue période, moi, pas 2027. Il y a eu des évolutions très intéressantes dans la théorie économique et notamment il y a eu le développement de plusieurs écoles qu'on pourrait appeler des écoles d'économie organique. Là, je fais référence à Wajman, à Müller, à Schmeller. Alors bon, je sais bien, ils sont allemands, mais moi, je suis à peu près sûr qu'ils ont été pompés au départ dans une grande école, qui était l'école des physiocrates français au XVIIIe siècle. Et c'est très intéressant ce que disent les physiocrates, parce qu'ils étaient dirigés par un monsieur qui était docteur, le docteur Quesnay, qui le premier a fait la comparaison entre la vie économique et la diffusion de la circulation sanguine dans le sang. De là, l'idée de organique. En fait, le principe de l'économie organique, c'est pas seulement de postuler, au sens du postulat scientifique, c'est également de démontrer que l'économie nationale, c'est à la fois plus et c'est à la fois autre que la somme des activités économiques de chacun des individus. Alors, vous voyez tout de suite là qu'on se met frontalement contre le concept de base des libéraux et des marxistes, qui eux mettent l'individu au centre de tout. Alors, il y a une deuxième composante très intéressante également. Non seulement donc le tout est différent et il est même supérieur à la somme des parties, mais il existe aussi entre les parties prenantes dans l'économie, il existe des liens, il existe des structures hiérarchiques. C'est ce qu'a très bien montré un grand Français, François Pérou, grand économiste devant l'éternel, et qui a soulevé deux facteurs chez chacun des agents économiques, individuels ou entreprises, le facteur inégalitaire et le facteur de puissance. Si on ne tient pas compte de ces deux facteurs, alors évidemment, on va dire dans un marché, concurrence pure et parfaite, non influençable, tout le monde il est égal, et puis le marché, il se forme bien. Ben non, c'est faux, parce que les hommes sont inégaux, tant pis pour les démocrates, mais c'est comme ça, c'est la réalité, et ensuite va jouer la puissance de négociation entre les acteurs.
Il y en a un qui avait tout compris, qui a tout théorisé avec ça, c'est un Italien, c'est Vilfredo Pareto. Il faut toujours revenir à lui. Il a succédé à la chaire d'économie politique à Lausanne à un grand Français qui était Léon Valras, mais Pareto nous a absolument tout dit. D'ailleurs, Pareto, moi j'ai fait que le copier un peu, hein. Pareto a démonté, dans tous les sens du terme, la valeur travail, aussi bien chez Karl Marx que chez Thomas d'Aquin. Le parallèle peut vous sembler excessif, mais ça nous mènerait trop loin, mais pour moi il est évident. Je vais vous donner un exemple. C'est Pareto qui le donne. Si le travail, si la valeur travail est quantifiable, si elle est la même en théorie, ça veut dire que la journée de travail d'un savant qui vient de faire une découverte fondamentale pour l'humanité, eh bien, elle est identique à la journée de travail d'un portefaix, d'un déménageur, si vous voulez, aujourd'hui. Or, dit Pareto, une journée de travail d'un savant et une journée de travail d'un portefaix, on ne peut ni les mettre en équation, ni les additionner, ni même en faire une moyenne. C'est imparable. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la valeur travail, mais c'est mieux dit quand même quand c'est Pareto. L'économie organique, c'est également la prise en compte de ce qu'on appelle les effets non marchands. Parce que oui, il y a des décisions économiques qui ont un impact sur la nature, qui ont un impact sur la santé, qui ont un impact sur la culture, qui ont un impact sur la sûreté, qui ont un impact sur la sécurité. Et ces impacts-là, vous ne pouvez pas les mesurer ni par le PNB, le produit national brut, ni par le PIB, le produit intérieur brut. Même les théories les plus élaborées, les modèles économétriques, ou même en faisant référence, en allant puiser dans la théorie des jeux de von Neumann ou Morgenstern, en mathématisant toute cette science économique comme le font si bien aujourd'hui les néolibéraux, il y a des effets non marchands. Par définition, ça va être difficile de les valoriser. Or, nous, on sait bien précisément que c'est ceux-là qui impactent le premier, les hommes, tous les jours. Le bien-être collectif également, ça, c'est un apport de l'économie organique totalement ignoré par les théories classiques ou marxistes. En fait, tout le travail de Pareto, il a consacré la seconde partie de sa vie à ça, c'est à rechercher l'optimum économique collectif. Optimum économique collectif. Et pour ce faire, il a été obligé de sortir de la sphère économique pour aller effectivement vers la sociologie et vers la politique. C'était très exactement ce que vous venez de dire l'un et l'autre. Oui, l'économique est une science sociale, mais ça n'est qu'une science sociale au milieu de la grande science sociale. Avant de terminer, on va faire un petit sort à ceux qui, dans une sorte de mode, il n'y a plus que ça maintenant, hein, surtout depuis que les solutions macronistes se cassent la figure, il est de bon ton, quand on est journaliste, quand on est philosophe, quand on est penseur politique, de se dire illibéral. Là, d'un coup. C'est marrant parce qu'il y a 10 ans, ils étaient tous libéraux jusqu'au bout des ongles. Bon, oui, moi je suis entièrement d'accord pour qu'on soit illibéral. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de créer un néologisme pour ça? Moi je crois qu'il faut redescendre de l'Olympe de la spéculation intellectuelle, il faut poser les deux pieds sur terre. En fait, qu'est-ce qu'ils nous disent, les illibéraux? En fait, ils pratiquent un amalgame qui est insupportable. Ils nous disent,
Si vous n'êtes pas illibéraux, ça veut dire que vous êtes pour le laisser faire, laisser passer. Ça, c'est le gros truc, ça. Parce qu'évidemment, quand on attaque le système capitaliste économique ou le système libéral sociologique, on dit, eh bien, ça mène à n'importe quoi, laisser faire, laisser passer. Bien sûr que si on laisse faire n'importe quel entrepreneur, ça va mal se passer sur le plan social. Bien sûr que si on laisse passer sans frontières les biens, les gens, les services, on retrouve tous les mots dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la jungle à l'intérieur, c'est la mondialisation, c'est l'immigration, c'est l'appauvrissement général de tout le monde à terme, et puis surtout c'est la fin de la nation, hein, en particulier de la nation française. Donc c'est insupportable, économiquement, socialement, politiquement, comme vous voulez. Mais attention, ne pas confondre initiative privée avec laisser faire, laisser passer. C'est pas la même chose. C'est l'amalgame qui est insupportable. Parce que moi, j'ai fait le constat dans plusieurs de mes expériences professionnelles, mais on le voit également, pas que moi qui l'ai fait, c'est que la liberté d'entreprendre en tout temps, en tout lieu, a toujours été et sera toujours plus efficace que la gestion étatique, que ce soit au niveau individuel ou que ce soit au niveau collectif. L'initiative privée, elle est préférable à tout. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être ultra-libéral? Mais que nenni, c'est pas absolument pas ce que je dis. Favoriser l'initiative privée, ça veut quand même dire en même temps à l'État, bien évidemment, d'opérer son rôle et le rôle de l'État. Et c'est là où on boucle sur certaines options marxistes qui ne sont pas si idiotes que ça ou sur le plan intellectuel. C'est bien évidemment de tout mettre en place pour favoriser les initiatives, pour que les jeunes aient envie de rester en France, comme vous le disiez tout à l'heure, d'établir les règles du jeu, de les faire respecter, mais d'assurer la protection des acteurs économiques nationaux, c'est-à-dire protection interne, protection vis-à-vis de l'extérieur, de veiller en permanence à la souveraineté économique de la France, parce que s'il n'y a pas de souveraineté économique, il n'y a pas de souveraineté du tout. Hein, l'économie n'est qu'un moyen, mais si on n'a pas le moyen, on n'aura jamais la fin. Je vais vous donner deux exemples qui vont vous faire bondir. Parce que au niveau pratique, je vais vous dire, il y a déjà des gens qui font de l'économie organique. Oh, pareil, c'est pas tout leur programme, pas toute leur politique. Mais avez-vous remarqué ce qui se passe chez les deux plus grandes puissances économiques du monde, les États-Unis d'Amérique et la Chine? Moi, il y a une chose qui m'a marqué, c'est que quand on voit Musk avec son libertarisme tout à fait offensif, qui fait des descentes de nuit avec le Doge dans certaines administrations ou certaines agences américaines. On ouvre les ordinateurs, on change d'ailleurs les codes d'accès. Comme ça, tout à l'heure, quand les fonctionnaires vont arriver, enfin ceux qui n'ont pas été virés d'ailleurs, ils ne pourront plus y accéder. On prend également ce qu'il y a dedans. Quand on voit en Chine communiste, vous avez remarqué le nombre de milliardaires qui ont été encabanés ces derniers temps. Bon, dans les deux cas, est-ce qu'on n'a pas une sorte d'interventionnisme musclé qui correspond au rôle que l'État s'assigne pour protéger le peuple contre les excès? Dès que les fondamentaux sont en jeu, vous avez remarqué que des États qui ont des idéologies totalement séparées, comme les États-Unis d'Amérique ou la Chine communiste, quand les fondamentaux sont en jeu, tape du poing sur la table et ils remettent de l'ordre. Surtout si c'est stratégique.
ou si c'est médiatique. C'est souvent pareil d'ailleurs. Dans les deux cas, vous aurez remarqué que c'est au nom des intérêts prioritaires du collectif sur l'individuel que l'on intervient. Donc, en gros, la troisième voie, si je devais résumer, je dirais que en économie politique, j'espère vous avoir convaincu que ce n'est pas seulement un mirage ou un rêve. Il y a encore du travail à faire sur le plan théorique, mais il y a de bonnes bases et on a quand même des anciens là qui nous ont bien avancé le travail. En politique économique, ça existe déjà sur des petits bouts, mais on voit bien qu'on peut passer de la théorie à la pratique. Pour moi, la troisième voie, dans un monde idéal, ça serait le puissant moteur de l'initiative privée, maîtrisé par le pilotage de l'État, auquel, vous voyez, moi, je n'hésite pas à le faire rentrer dans la danse, contrairement au classique. Un État qui ferait respecter le droit de propriété, contrairement aux marxistes, et qui prônerait efficacement la solidarité sociale sans laquelle il ne peut pas y avoir la motivation des individus. C'est un État qui fixe les règles du jeu économique, qui se réserve le contrôle seul de ce jeu économique et qui, en plus, prend la responsabilité, production, distribution, etc., du secteur régalien. Ce que j'appelle le secteur régalien, c'est l'équivalent en économique du secteur des activités régaliennes en politique. Il n'est pas normal que les munitions qui approvisionnent les armes françaises ne soient pas françaises. C'est aberrant. Imaginez une seule seconde que dans l'arme nucléaire française, il y ait un processeur qui soit américain ou qui soit chinois. Mais attends, c'est plus une arme nucléaire française. Et puis c'est plus une arme du tout, d'ailleurs. Bon, donc cet État, il doit aussi veiller à ce que chacun des sujets, j'ai bien dit, admette en pratique la primauté de l'intérêt national, c'est-à-dire la priorité donnée au collectif, la priorité donnée à la communauté sur les égoïsmes individuels. Et dans l'idéal de mes idéaux, ça se ferait dans le cadre d'une organisation de l'économie qui serait structurée en secteur d'activité par filière et par métier. J'ai entendu corporatisme ? Je suis à votre disposition. Merci beaucoup. On peut finir aussi par une petite série de questions, si vous en avez aussi. Pourquoi tu l'appelles organique ? Organique, très simplement, je remonte au physiocrate, très vite, je remonte au physiocrate, la circulation du sang, etc. Et après organique, parce que l'économie est vue comme fonctionnant au sein de la société, comme les organes fonctionnent à l'intérieur d'un corps. C'est-à-dire que chaque individu n'est pas un individu abstrait avec des droits abstraits. Non, chaque individu fait partie d'une communauté et en ce sens, il est l'un des organes de la communauté. C'est-à-dire que l'économie organique, il n'y a pas que moi qui l'appelle comme ça, j'ai rien inventé, c'est la vision d'agents économiques qui fonctionnent entre eux de manière organique et non pas uniquement de façon économique comme par la formation des marchés ou non pas uniquement
dans le dirigisme totalitariste par hiérarchie verticale. C'est l'interaction, exactement comme chacun des organes de notre corps a sa propre autonomie, mais fonctionne en interrelation permanente avec tous les autres organes. L'économie organique, le principe d'économie organique, c'est qu'il n'existe pas de sphère purement économique. On revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. Dans la fin de ton discours, donc tu as sorti la solution organique et tu as fini très rapidement par une organisation, tu as dit par métier. Tu sais que dans chaque entreprise, je ne parle pas étatique, et encore, dans chaque entreprise privée, grosso modo, on se réorganise au moins tous les 5 ans, par domaine. Oui. L'automobile, les assurances, sachant que de plus en plus, il y a des groupes qui mélangent les gens, par domaine, et puis au bout de 5 ans, par métier. Et on n'en sort pas. C'est ce qu'on appelle une organisation matricielle. Hein. Et on n'y arrive pas. Grosso modo, c'est compliqué. On n'y arrive tellement pas que tous les 5 ans, on dit putain, c'était... Il y a des merdes par métier, on va passer par domaine. Et on passe 5 ans par domaine, on dit putain, il y a tout de même des merdes, on va revenir par métier. Mais ça correspond au changement de directeur général. On fait un boulga entre les deux, mais grosso modo, on n'arrive pas à faire un choix organisationnel précis. Donc moi, j'aimerais savoir si dans ton organique, ou ton néocorporatisme, on est vertical ou on est horizontal, ou si on est tout simplement boulgui-boulga, tous les 5 ans. J'attends pas de réponse. Ça me semble poser un véritable problème. J'ai passé ma vie professionnelle, tous les 5 ans, à changer l'organisation, suivant les décisions de la direction. Mais il y a des avantages dans les uns et des avantages dans les autres. J'ai fait pareil de temps en temps, on va privilégier le produit, de temps en temps on va privilégier le client et du coup on se réorganise en interne. Mais je voudrais qu'il n'y ait pas de confusion entre l'organisation économique d'une entreprise ou d'un groupe, chose que j'ai à peu près bien connue, et puis l'organisation de l'État. Parce que d'abord on change de dimension et surtout on change de finalité. Quand j'ai parlé d'économie organique là, j'ai parlé d'économie organique au niveau politique, clairement. Hein. C'est-à-dire que moi, à ce stade de ma réflexion, je dis c'est aux agents économiques privés d'adopter en interne l'organisation personnelle qui leur permettra de répondre aux besoins de la collectivité, ces besoins étant appréciés d'ailleurs, soit dit entre nous, en premier par l'État et ensuite par le peuple. En fait, c'est un terme un peu perverse, parce qu'il faudra bien à un moment donné, si on parle de corporatisme, d'aborder la distinction entre le corporatisme d'État et le corporatisme spontané. Le corporatisme d'État, c'est le corporatisme fasciste par domaine, vertical, et le corporatisme spontané, c'est le corporatisme d'ancien régime par métier. J'avais bien prévu ce que tu allais dire. Et d'ailleurs, j'avais noté quelque part que le corporatisme, ça peut fonctionner. Ne confondons pas économie organique et corporatisme. Le corporatisme peut être une des solutions pour mettre en place l'économie organique. Mais j'avais bien noté le corporatisme, et là-dessus, tous les néocorporatistes, je dirais à peu près réalistes, sont d'accord. On ne peut pas l'imposer uniquement par le haut. Toujours au nom de les libertés en bas, l'autorité en haut. Dans les entreprises, et dans les grandes entreprises, il y a un phénomène moderne qui est dû en particulier à la financiarisation qui s'est produit. C'est la séparation, la division entre la direction et les cadres même supérieurs. C'est-à-dire que c'est la dictature des process. On dit maintenant, arrive un nouveau directeur général ou autre,
et on envoie un papier même au cadre supérieur, désormais vous ferez comme ça, le process. On ne veut pas savoir si c'est idiot ou pas. On ne consulte jamais les gens de terrain. C'est comme ça. Mais c'est une absurdité. Ça, c'est la culture anglo-saxonne, le process. Comment? C'est arrivé par la culture anglo-saxonne, les Oui, process. tout à fait. C'est-à-dire que, comme on prend plus le temps de former, comme tu l'as dit, avant on formait, quelqu'un rentrait à l'arsenal, il commençait par serrer les vis, et puis à la fin, il savait gérer un périscope au nombre des années. Maintenant, on lui dit, non, te fais pas chier, tiens, t'as le manuel, tu suis le process. Tout à fait. T'exécutes. Voilà. En fait, c'est la taylorisation. D'une certaine façon, c'est Et la le stade bureaucratisation. suprême de la taylorisation. Et il y a une chose à propos du libéralisme, dans l'idéologie libérale, moi, quelles que soient les écoles, etc., il y a une chose certaine, c'est la destruction du politique. Le politique n'existe pas pour une bonne raison, Il y a pas de c'est temps. qu'il n'y a plus de bien commun. Si le bien commun n'existe pas, il n'y a plus de politique. C'est la disparition de l'humain. Complètement. Le process, c'est la disparition de l'humain Voilà. qui va jusqu'au burn-out. Aujourd'hui, on parle sans arrêt de burn-out. Ben voilà, on a détruit l'humain, on a mis le process. Et d'ailleurs, je reprends la formule de Margaret Thatcher, qu'elle avait pompée d'ailleurs sur Hayek, la société n'existe pas, il n'y a que des individus. Si la société n'existe pas, il n'y a pas de politique. Si j'ai pas été clair ou s'il y a des questions, n'hésitez pas. Bon, parfait. Alors, on va faire une petite pause. Il y a des boissons proposées pour vous rafraîchir et aussi plusieurs livres proposés à la vente ou d'autres magazines. Et après, on continuera pour les questions plus générales sur la table ronde. D'accord. Donc, on va sortir, on se fera dans l'eau d'entrée.